Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence en ligne ce soir. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie de faire votre connaissance. J'espère que vous avez passé une magnifique journée et que vous êtes content d'être là. En tout cas, c'est mon cas et c'est notre cas avec Kevin, puisque ce soir, je suis ravie d'accueillir Kevin Finel, avec qui on va passer un bout de cette soirée pour se parler de plein de choses liées à l'estime de soi. Bonsoir Kevin, comment vas-tu? Bonsoir Leslie et bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Je vais très bien, en pleine forme et ravi de ce moment partagé. Pareil, plaisir partagé et je vois qu'on a plein de participants qui arrivent. Alors bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir, merci de votre fidélité. Si c'est, eh bien, ça fait plusieurs fois que vous venez et puis bienvenue. On est ravis de faire votre connaissance si c'est la première fois que vous participez à une conférence en ligne avec nous. Alors, vous connaissez peut-être ou même certainement déjà le travail de Kevin Finel, mais si c'est la première fois que vous le rencontrez, eh bien, je vais vous le présenter en quelques mots. Donc, Kevin est devenu vraiment une référence incontournable de l'hypnose et de l'auto-hypnose moderne en France. Kevin, il a ouvert son premier cabinet à 17 ans, c'est assez hallucinant. Il a fondé en 2002 l'Arche, qui est aujourd'hui la plus grande école d'hypnose francophone. Kevin, tu as aussi créé un centre de recherche basé sur les neurosciences. Kevin, il est formateur reconnu en auto-hypnose. Je crois que tu as accompagné plusieurs milliers de personnes avec l'auto-hypnose. Tu as écrit plusieurs livres à succès et puis tu donnes aussi au quotidien des conférences. Tu voyages beaucoup, tu parcours beaucoup la France et le monde aussi avec tous tes travaux. On a beaucoup de chance de t'avoir avec nous ce soir, Kevin. Alors ensemble, on va se parler, je vous l'ai dit, d'une thématique qu'on évoque souvent à Mentor Show, mais là, on va y entrer à travers un autre prisme très intéressant. Et ce prisme, c'est celui de l'auto-hypnose. Je vais vous montrer tout de suite la thématique qu'on va aborder ce soir. J'arrive tout de suite, elle est là. Et voilà. Avec Kevin, on va donc se parler ce soir de comment retrouver une estime de soi solide et apaisée grâce à l'auto-hypnose. Donc, c'est vraiment une manière très nouvelle de s'intéresser à l'estime de soi, de se retrousser les manches aussi et de travailler sur soi. On a un programme passionnant, vous pouvez le voir sous vos yeux. On va démarrer avec le processus simple et puissant pour vous libérer des doutes et renforcer votre sécurité intérieure. On va aussi se demander comment faire alliance avec notre inconscient pour enfin nous accepter pleinement. Et Kevin nous proposera, alors ça c'est cool, c'est vraiment une exclue, un exercice d'auto-hypnose guidé pour transformer votre regard sur vous-même et bien sûr apprendre à vous libérer de ce fameux regard des autres qui nous enquiquine souvent et parfois ou souvent. Et enfin, restez bien avec nous puisqu'à la fin de cette conférence, Kevin répondra à un maximum de vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser dans le chat. Il y a un onglet qui est dédié à ça. C'est Q&A, Only Questions and Answers. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et toute l'équipe de Mentor Show est là pour les noter, me les transmettre et j'en poserai un maximum à Kevin à la toute fin de cette conférence. Juste avant qu'on démarre ce programme, je prends quelques secondes pour vous présenter Mentor Show. Peut-être que c'est la première fois que vous participez à une de nos conférences. Donc, je vous explique qui nous sommes rapidement. Ça fait 5 ans qu'on existe. On a fêté notre anniversaire il y a pas très longtemps et 5 ans qu'on propose les meilleures masterclass. On s'est formé avec vous, avec vos besoins, avec vos retours. Et aujourd'hui, on vous propose une cinquantaine de masterclass distribuées par tous les plus grands experts du moment qu'on va commencer à faire ce soir avec Kevin, puisque comme je vous l'ai dit, on va se parler de comment retrouver une estime de soi solide et apaisée grâce à l'auto-hypnose. On a préparé cette conférence avec Kevin et on s'est dit qu'il était important de démarrer avec justement quelques pistes pour commencer à se libérer des doutes eh bien, qui nous assaillent très souvent et renforcer notre sécurité intérieure. Alors là, bien sûr, Kevin, on se parle clairement d'estime de soi. Est-ce que tu pourrais, pour démarrer, nous dire finalement ce qui vient
miner l'estime de soi parce qu'on est tous très différents, on a tous des parcours très différents, mais très souvent, on rencontre ce problème lié à l'estime de nous-mêmes. Oui, c'est une notion qui est fascinante, l'estime, parce qu'elle touche à pas mal de paramètres de notre construction personnelle. Et souvent, c'est quelque chose qui se forge dans les premiers temps de notre vie. Il y a un grand psychologue américain qui avait défini, enfin c'est lui qui a défini pour la première fois l'estime de soi, avec l'idée que c'est la différence entre la manière dont on croit que les autres nous voient et puis comment on se voit nous-mêmes, la manière dont on a des attentes envers nous-mêmes et ce que ces attentes, la manière dont ces attentes se réalisent ou non dans notre vie. Et quand il y a un écart entre les deux, c'est-à-dire que j'attends d'être quelque chose et je n'arrive pas à être ce que j'attends à être, eh bien, ça crée un déficit d'estime. Et une fois qu'on part de là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein d'endroits qui ont pu créer un déficit d'estime. Par exemple, si on a eu des échecs, évidemment, dans la vie, mais aussi si parfois on a eu l'impression de ne pas faire aussi bien, de ne pas faire assez, de ne pas être ce qu'on pensait qu'il fallait être ou ce que la société attendait de nous. Tout ça peut créer des écarts dans l'estime de soi. Et c'est souvent les failles de notre vie, finalement, qui sont les endroits où ces écarts d'estime commencent à se créer. Donc c'est souvent en fait notre histoire personnelle, mais c'est aussi ce qu'on a pu imaginer. C'est pas forcément le réel, c'est aussi ce qui s'est passé dans notre esprit qui crée notre estime. C'est-à-dire que on a pu créer de nous une image un peu idéalisée à laquelle on essaye de se conformer, ou peut-être qu'on se les Exactement. crée nous-mêmes en se disant je dois être comme ça parce que mon père ou ma mère était comme ça. Comment ça se bâtit ce problème d'estime de soi, si je peux dire ainsi? Mais c'est souvent ça, c'est exactement ce que tu dis. Et je sais pas si ça parle à toutes les personnes qui sont là, mais parfois on a l'impression que dès notre enfance, en fait, on a projeté sur nous quelque chose. Quand je dis on, c'est plein de personnes différentes. Alors évidemment, ça peut être nos parents, ça peut être nos enseignants aussi, qui sont quelquefois des figures d'autorité. Mais quelquefois, c'est aussi un peu plus vague que ça. C'est ce que la société attend de nous. Par exemple, en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant qu'enfant, on attendait nous, par exemple, qu'on soit plutôt sage, qu'on soit plutôt brillant, qu'on soit plutôt très bon dans cette matière-là, ou qu'on ait des bons résultats à l'école. Il y a plein d'attentes comme celle-là. Et ces attentes, souvent, elles sont même données avec pas mal de bienveillance, c'est-à-dire que c'est des gens qui tiennent à nous, qui nous aiment, qui nous donnent nos attentes. Et plus ils nous aiment, plus on a envie nous-mêmes de leur rendre ça, c'est-à-dire d'être conforme à ces attentes-là. Déjà parce que c'est notre première manière de nous évaluer. Donc, si on arrive à être conforme à ces attentes-là, on a l'impression qu'on fait ce qu'il faut faire, qu'on est ce qu'il faut être. Mais souvent, comme ces attentes, elles sont assez fortes, eh bien, c'est rare que des gens arrivent à complètement y répondre à ces attentes-là. Et dès qu'il y a un petit écart entre les deux, on se dit tiens là, ma maman, elle attendait que j'arrive à faire ça, puis j'ai pas vraiment réussi à faire ça. Et je vois bien que je l'ai un peu déçu. Peut-être même que je l'ai pas vraiment déçu, mais j'ai peur de l'avoir déçu. Donc c'est pas forcément la réalité, c'est comment mes attentes, je les ai projetées aussi sur les autres. Où là, je pensais être capable de faire ça, puis j'ai pas vraiment réussi à faire ça. J'avais je sais pas, une compétition, un examen, et puis j'ai pas été le premier, ou j'ai été peut-être un peu en dessous de ce que j'imaginais. Donc je m'étais imaginé quelque chose, et puis j'ai pas vraiment réussi à être ce que j'imaginais. Et la peur que je peux avoir de décevoir, elle me touche assez profondément, et puis je pense qu'elle nous touche tous en tant qu'être humain, parce qu'en fait, c'est des grandes peurs qui sont derrière. C'est la peur du rejet, c'est la peur de pas être aimé, c'est la peur de pas être suffisant. Et en fait, ça nous touche tellement dans notre besoin de survie. Être accepté, être aimé, c'est en fait notre besoin de survie qui s'exprime dans tout ça, que dès que c'est un peu mis à mal, eh bien, ça va être accentué par ces peurs-là. Et puis évidemment, il y a aussi notre sensibilité, parce qu'on a tous une sensibilité un petit peu différente. Mais pour peu qu'à un moment dans notre vie, on soit assez sensible et qu'en plus, on ait l'impression de ne pas satisfaire ses attentes, eh bien là, on a tous les ingrédients qui sont présents pour qu'il y ait une faille dans la construction de notre estime. Est-ce que tu penses que ça se construit et se déconstruit forcément dans l'enfance ou à l'âge adulte aussi, on peut rencontrer peut-être une baisse de l'estime de soi qui dure et qui nous affecte? Je pense, comme beaucoup de nos comportements, que la part de l'enfance, elle est importante. C'est pas la seule, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les premières années de notre vie, on se crée nos premières références. Et si à ce moment-là, il y a déjà quelque chose il y a une faille qui se crée à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'ensuite, quand on grandit, à l'âge adulte, même si on l'a dépassé, on puisse garder un peu une fragilité. Alors évidemment, on peut travailler dessus à tout âge, par contre. C'est pas parce que dans notre enfance, on a eu des problématiques qu'on crée des déficits d'estime qu'on peut pas travailler dessus après, au contraire. Mais par contre, si on a une bonne base dans l'enfance, eh bien, il y a plus de chances qu'on soit capable de mieux gérer des difficultés de parcours, des accidents de vie, qu'on se relève un peu plus facilement. Donc, il y a une base dans l'enfance, on peut le travailler à tout âge, et c'est quelque chose qu'on peut consolider, quel que soit notre parcours de vie aussi.
C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont vécu avec des déficits d'estime extrêmement importants dans l'enfance, dans leur adolescence, et qui, des dizaines d'années après, arrivent à très bien dépasser ça, transformer ça, juste parce qu'il y a d'abord une prise de conscience et puis le temps vraiment de se pencher dessus, de regarder comment ça fonctionne et de le dépasser. Ça donne pas mal d'espoir. Alors, on va en parler hein, du fait qu'on peut apprendre à travailler sur nous et justement réparer un peu cette estime de nous-mêmes qui a pu être abîmée pour plein de raisons. Tu les as citées. C'est rigolo. Je regarde dans le chat, il y a pas mal de commentaires sur, enfin, tu sais, alors je sais pas si c'est toujours le cas dans les appréciations aujourd'hui sur les bulletins scolaires, mais ce fameux peut mieux faire qui apparemment Exactement. a traumatisé des milliers de personnes, des millions de personnes. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de personnes dans le chat. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais oui, les professeurs des années 80, voilà, ont été terribles pour notre estime et apparemment ces appréciations-là ont marqué. Donc, on se parlait de proches parents, peut-être de collègues de travail, etc. Mais apparemment, pour certains, les appréciations dans le milieu scolaire, voilà, ce fameux peut mieux faire, on a marqué plus d'un. C'est rigolo, mais on voit très bien ce qu'il peut y avoir derrière ce peut mieux faire. Il peut y avoir une réalité, c'est-à-dire vous avez un potentiel et vous pouvez l'exploiter, mais ça peut être peut-être un peu castrateur parfois aussi, ouais. Bah oui, parce qu'un enfant à ce moment-là, il se dit, bah, j'ai pas fait ce qu'on attendait de moi, et il sent bien à ce moment-là qu'il y a justement cet écart dont je parlais. On attend de moi que je sois là, puis j'ai été que là entre guillemets. Et ce qui est terrible, c'est que le peut mieux faire, il est très relatif. C'est-à-dire que ça peut être un enfant qui a même un très bon résultat, puis on attendait quand même qu'il fasse mieux parce qu'on s'est dit tiens, il avait bien compris, et ce jour-là, il n'a pas été bien. Et en fait, ça crée une sorte de moi idéalisé. C'est-à-dire, je me dis, il aurait fallu que je sois comme ça, et je m'imagine d'une certaine façon. Et le pire, c'est souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à faire encore plus que les autres. C'est-à-dire que si j'ai un enseignant qui m'attendait un peu mieux et qui me dit, tu peux mieux faire, bah, tout d'un coup, je me dis, ce que je devais être, ça devait être beaucoup plus que ce que je suis, en fait. Et ça devient inatteignable, ce que je dois être. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'en fait, je vais courir après quelque chose, une image que je me suis construite, une projection que j'ai imaginée. Et cette projection, elle n'existera jamais. Elle n'existera jamais parce que il n'y a aucun moment dans une vie où on arrive à combler les attentes des autres, au fond. Ces attentes, et c'est ce que je disais au début, parfois elles sont là avec beaucoup de bienveillance. Un enseignant qui dit ça, souvent, c'est qu'il a plutôt au contraire, de l'estime pour l'enfant à qui il dit ça. C'est-à-dire qu'il se dit, cet enfant-là, il est capable de belles choses, il est capable de se dépasser, il est capable d'aller plus loin. Donc, il a envie d'encourager. Et c'est terrible parce que c'est une double contrainte. C'est que même les gens qui nous aiment parfois essaient de nous encourager. Et la manière dont ils nous encouragent, si elle est maladroite, si elle n'est pas construite, eh bien, elle va nous plomber un petit peu. Et là, on vient sur un autre problème finalement, mais qui est très complémentaire, c'est que on n'apprend pas toujours à communiquer avec un enfant, on n'apprend pas comment ça se construit un enfant. En tant que parent, par exemple, l'enfer est pavé de nos intentions et parfois on fait plein de mauvaises suggestions alors qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose qui est bon pour lui. Alors, on a déclenché une sacrée conversation dans le chat hein, sur l'impact des appréciations des professeurs. Mais alors, ça m'amène à donner un élément de ton parcours. C'est que toi, quand tu as démarré et tu accompagnais des étudiants qui passaient des examens. Donc, tu as dû voir dans le stress qu'ils pouvaient ressentir à l'approche des examens, peut-être ces problèmes-là d'estime d'eux-mêmes. Et donc, c'est intéressant de se dire que, eh bien, on peut les dépasser. Et c'est pas parce que peut-être on nous a dit peut mieux faire à l'école ou qu'on n'était peut-être pas l'élève attendu, qu'en tout cas, ces élèves en tout cas n'ont pas pu travailler sur eux-mêmes et devenir aujourd'hui certainement des personnes accomplies dans le milieu professionnel. Donc, c'est intéressant cet élément de ton parcours-là. Ça veut dire beaucoup de choses aussi sur le fait que notre cerveau finalement est malléable, évolutif et qu'on peut se réapproprier notre propre évaluation. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, exactement. Tu sais, ce qui est terrible aussi là-dedans, c'est qu'on a du mal à identifier que c'est un problème d'estime. Je me rappelle quand je travaillais beaucoup, et ça m'arrivait aussi et plus récemment, mais en tout cas, souvent la demande à ce moment-là, c'est je me mets trop de pression, par exemple. Et tu vois, derrière le je me mets trop de pression, on n'a pas toujours conscience qu'en fait, il y a un problème d'estime. Ça veut dire quoi, se mettre trop de pression? Ça veut dire que, par exemple, on se dit, bah là, je vais passer un examen, mais c'est vrai aussi avec un entretien d'embauche, c'est vrai aussi avec beaucoup d'autres situations qui ressemblent à ça plus tard. On se dit, il faut que je sois bon. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à donner le meilleur de moi-même. Il faut que j'arrive. Et on se met à ce moment-là, tout d'un coup, une sorte d'idée de ce à quoi on devrait arriver. Et même si on fait quelque chose qui est bien, si on n'arrive pas à être exactement conforme à cette image qu'on a eue, eh bien, cette pression, elle se révèle assez destructrice parce que on va créer de l'autocritique, on va créer de l'autodévalorisation, de l'auto-jugement.
Vous savez, ce petit, cette espèce de dialogue à l'intérieur de nous, tout d'un coup, cette voix à l'intérieur qui va être un peu castratrice quelquefois aussi, qui va dire, mais là, ce que tu dis, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. Là, il faudrait que tu sois un peu plus comme ça. Donc, c'est beaucoup de jugement. Et là encore, l'intention de ce jugement derrière, c'est de nous aider à nous réaliser. Mais pourtant, ça nous coupe les ailes. Et on arrive très souvent à des situations, il y a des personnes qui disent, mais mince, je me suis pas vraiment défendu dans cette situation-là, j'ai pas réussi à me donner tous les moyens de réussir, je me suis pas mis en valeur, j'ai pas réussi à m'autoriser. Mais en fait, parce que cette pression-là, elle crée tout l'inverse de ce qu'on voudrait et elle nous empêche d'être nous-mêmes. En fait, souvent, quand on est nous-mêmes, c'est plutôt bien déjà. Et puis après, on peut évoluer, on peut apprendre à évoluer. Mais ce côté juge intérieur très dur, il nous oblige quasiment à être en dessous de nous-mêmes. Quelle serait une première façon de s'attaquer à ce problème-là? C'est-à-dire, on ressent, on sait qu'on a en nous ce déficit d'estime de nous-mêmes. Comment on peut démarrer un travail sur nous? Quelles questions, pardon, on peut se poser dans un premier temps quand on a envie de s'attaquer enfin à notre estime de nous et puis de nous revaloriser, quoi. Tu sais, je pense comme il y a plusieurs origines à l'estime, je pense que la première chose qui est super importante, même si elle paraît toute simple, c'est de prendre conscience des endroits où on a des failles d'estime et des conséquences que ça a dans notre vie. Tu vois, je disais, par exemple, les gens qui se disent, je me mets de la pression quand il y a des examens, par exemple, ces personnes-là, quand elles comprennent qu'en fait, ça vient d'un problème d'estime, mais déjà, elles font un pas énorme parce que elles recherchent pas sinon la solution même au bon endroit. Quand on pense qu'on se met juste trop la pression, eh bien, on va faire des exercices de relaxation, de respiration, de méditation et tout ça. C'est bien, mais ça n'attaque pas l'origine du problème. Et puis ensuite, se rendre compte aussi, parce que beaucoup de gens ont tendance à faire comme si c'était normal, de la pression consommée avec une sorte de juge intérieur. On a tous un juge intérieur, mais les personnes qui ont des problèmes d'estime ont un juge beaucoup plus sévère que les autres, beaucoup plus exigeant que les autres. Et on a tendance à croire que c'est normal. En fait, ce n'est pas normal. C'est pas du tout sain d'avoir un juge intérieur qui prend autant de place. Et parfois, quand on en prend conscience, on se rend compte qu'il y a des pensées qui sont des pensées jugeantes, il y a des pensées qui sont des pensées dévalorisantes. Si on pouvait mettre sur haut-parleur notre juge intérieur et que les autres l'entendaient, ils diraient mais tu penses ça de toi, c'est dur ce que tu penses de toi. On n'autoriserait pas quelqu'un d'autre à penser ça de nous, en fait. Donc là aussi, prendre conscience de ça, c'est super important. Et se désidentifier de ces pensées. Ces pensées, en fait, c'est pas nous. On finit par croire que c'est notre identité. On finit par se dire qu'on est comme ça, qu'on mérite pas ça, qu'on n'est pas capable de ça. Il y a des gens qui se sont tellement répété ça qu'ils pensent que c'est vrai et que c'est normal. Ils se sont identifiés à ça. Il y a tout un travail de désidentification. Il y a ce que je crois que je suis, et puis il y a ce que je suis. Et quand on arrive à séparer les deux, il y a une respiration qui est énorme. Et en fait, on reprend de la place à l'intérieur de soi. Donc il y a tout ce Ouais. processus de mise à distance. Pardon, poursuis, excuse-moi. Oui, non, je termine avec ça. C'est vraiment un processus de mise à distance de ce juge intérieur pour se rappeler que ce n'est pas nous. Et il y a pas mal de manières de le faire. Alors peut-être certains de nos spectateurs, consultent un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute et du coup ont l'habitude de faire cet exercice-là. Mais c'est vrai que parfois c'est intéressant auprès de notre entourage, de peut-être citer les phrases, un peu autodestructrices qui nous assaillent et de voir quelle est la réaction de notre entourage. Et c'est vrai que parfois il y a un immense décalage entre ce qu'on pense de nous et la façon dont on se juge et la façon dont les autres nous voient. Et on se rend compte qu'en fait, on a une façon de nous voir qui est complètement erronée par rapport à ce que les autres pensent de nous. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se confronter à ça. Et j'imagine que, on va en parler tout au long de cette conférence, mais que l'auto-hypnose est aussi une manière de reprogrammer notre cerveau différemment pour justement arriver à affronter ces phrases qui nous font du mal et peut-être les dépasser et arriver à les transformer en quelque chose de positif. Et il y a quelque chose qui paraît paradoxal par rapport à ce que tu dis là, c'est qu'en fait, toutes ces phrases-là, on a des milliers de pensées par jour. Et ces milliers de pensées, elles sont souvent assez répétitives, en fait. Des gens qui ont des problèmes d'estime, souvent ces phrases-là, ils se les répètent quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et c'est tellement ancré en eux que ça devient inconscient. C'est-à-dire que ça devient comme une sorte de routine, d'autosuggestion qui vient défaire un petit peu nos fonctionnements, qui vient diminuer un petit peu ce que l'on est. Et on pourrait dire qu'il y a une forme d'auto-hypnose passive, en fait, avec ça. Comme une sorte de routine, de rengaine, comme ça, qui continue son œuvre destructrice. Et parfois, l'auto-hypnose, ça consiste à arrêter
une ancienne forme d'auto-hypnose, à se déprogrammer quelque part d'une forme comme ça d'auto-hypnose qui était là depuis très longtemps, puis parfois qui vient de nos parents, de notre enfance, qui peut venir de très très longtemps dans notre vie, mais qu'on a internalisé. Donc on va déjà se défaire de ça. On va retrouver de l'espace à l'intérieur. Puis après, tu disais reprogrammer. En tout cas, on peut se dire, mais de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de me donner aujourd'hui? Si j'étais bienveillant avec moi-même, si j'étais à l'aise avec moi-même, qu'est-ce que je me donnerais? Et là où l'auto-hypnose apporte quelque chose qui est assez fort, c'est qu'une fois qu'on trouve ça, on peut faire en sorte de l'installer à l'intérieur de soi pour que ça crée une nouvelle routine. Mais une routine, cette fois, qui va tout doucement nous aider à reprendre notre place, à regagner notre estime, et puis à se juger de manière neutre, voire à arrêter de se juger, ce qui serait vraiment l'idéal, je pense, dans pas mal de cas. Et c'est vrai qu'à t'écouter, ça donne envie. Alors forcément, il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir aussi s'allier avec notre conscience, mais aussi notre inconscient parfois qui nous fait agir de telle ou telle manière et puis qui peut saboter aussi pour plein de raisons notre confiance en nous. Et c'est l'autre partie qu'on voulait aborder ce soir avec vous. Comment vous alliez avec votre inconscient pour enfin vous accepter pleinement. C'est vrai que souvent on dit je sais pas pourquoi je suis comme ça, je sais pas pourquoi je réagis comme ça, je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. Alors peut-être que voilà, il y a quelque chose à creuser là-haut et dans notre inconscient. Est-ce que tu peux déjà nous donner une notion de ce qu'est l'inconscient quand on se parle d'estime de soi? Parce que c'est vrai que l'inconscient, voilà, on l'emploie pour plein de raisons, mais là dans notre thématique, voilà, à quoi ça peut nous servir d'avoir cette définition de l'inconscient? Est-ce que tu peux nous guider un petit peu, qu'on y voit plus clair? Ouais, bien sûr. Tu sais, à la base, l'idée d'inconscient, elle est toute simple. Hein, c'est l'idée qu'il y a une grande partie de nous, et souvent on sous-estime l'importance de cette partie de nous, qui n'est pas traitée de manière consciente. C'est-à-dire qu'on est fait de plein de routines, de plein d'automatismes, de plein d'apprentissages. Une partie de ça est innée. On a des comportements de survie, par exemple, ou des choses comme celle-là. On a évidemment une grande partie de ça qui est liée à nos apprentissages, à ce qu'on a forgé à l'intérieur de nous. Et on est un peu drivé par ça, c'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui ne peut être que spectateur de cette partie inconsciente. Tu sais, par exemple, si tu as une émotion, bah souvent, en fait, tu ne peux que constater cette émotion, mais c'est pas toi qui la crée. Ça se crée à un niveau inconscient. Et par rapport à l'estime, notamment, il y a ce qu'on appelle l'image de soi. L'image de soi, c'est quelque chose qui n'existe pas hein, réellement, c'est quelque chose qu'on s'est forgé. C'est ce qu'on croit qu'on est, ce qu'on imagine qu'on est. Cette image, elle s'est forgée de plein de façons différentes. C'est comme un tableau qui s'est créé à force de petits coups de pinceau et la plupart ont été inconscients et invisibles. C'est des choses qu'on a entendues, c'est des expériences qu'on a vécues, c'est des choses qu'on a imaginées, c'est des choses qu'on a pu nous dire. Et parfois, c'est des choses qui ont été belles, parfois, c'est des choses qui ont été dures. Tout ça a créé l'image qu'on a de nous-mêmes. Cette image-là, c'est quelque chose que les autres ne voient pas. Il n'y a que nous qui le voyons. Et c'est par rapport à cette image qu'on se juge, en fait. Est-ce que je ressemble à l'image que je me fais de moi-même ou est-ce que je m'écarte de l'image que je me fais de moi-même? Et on le disait tout à l'heure, cette image, comme elle est souvent faite d'attente, elle est souvent impossible à atteindre. Donc il y a un écart entre moi et cette image de moi. J'arrive pas à le combler, cet écart-là. Et même, on s'aperçoit des gens qui ont des problèmes d'estime, mais qui parfois développent des comportements très durs envers eux-mêmes pour être extrêmement exigeants. Je pense aux sportifs parfois de haut niveau qui vont quelquefois se dépasser encore et encore, parfois devenir champions de leur discipline. Et ça ne règle pas leur problème d'estime, parce qu'en fait, c'est une méthode consciente qui est d'aller vers le volontaire pour régler le problème d'estime. Et je pense notamment à un sportif avec lequel j'ai travaillé, qui est des champions du monde et qui se trouvait toujours nul, en fait. Et on s'aperçoit que c'est irréaliste d'arriver à combler le problème d'estime par une méthode consciente. On sera jamais assez, finalement. On sera jamais assez par rapport à cette image-là. Donc, il y a besoin d'aller dans cette part inconsciente de nous, s'apercevoir qu'en fait, on peut défaire ce qu'on a appris à faire. On peut déprogrammer cette image-là, déjà l'adoucir, l'assouplir et quelquefois simplement la remettre en phase avec le réel. C'est-à-dire enlever les exigences qui la rendaient impossible à atteindre et la reforger jusqu'au moment où on va se retrouver en face d'une image de nous qu'on accepte comme étant imparfaite, qu'on accepte comme étant peut-être pas aussi bien que ce que les autres aimeraient ou que ce que nous on aimerait, mais on apprend à aimer cette partie de nous. Alors c'est assez fort à vivre, hein, c'est assez émotionnel quand on vit un parcours comme ça, mais c'est complètement libérateur. Et tout d'un coup, de se regarder en se disant « ce que je suis est imparfait, mais ça me va et je suis bien avec ça », bah, quand on arrive à ça, en fait, le problème d'estime, il fond. En fait, il commence à vraiment disparaître. Parce que c'est ça, il faut pas avoir des illusions, des ambitions démesurées. C'est-à-dire qu'il faut
accepter et être de la façon dont on est, on ne sera peut-être jamais cette personne idéale qu'on rêverait d'être ou l'image qu'on a projetée de nous, etc. Mais on sera juste qui on est en s'acceptant tel que l'on est. Et peut-être qu'à partir du moment, voilà, à partir du moment où on arrête peut-être de viser d'être cette personne-là finalement qui n'est pas nous et qui est l'image que quelqu'un a projetée de nous, peut-être que en effet, on sera plus à l'aise et accepter. Alors oui, tu parles de n'être pas parfait. Oui, c'est ça. Accepter simplement qui l'on est, la façon que l'on a de fonctionner, en s'améliorant sur certains points s'il y a besoin, etc. Mais c'est vrai que dit comme ça, on dirait qu'on enfonce des portes ouvertes, mais finalement, c'est quand même la base d'un bien-être, d'un lâcher prise, d'un équilibre. Mais c'est un long travail, un long chemin. Et en effet, il faut accepter, voilà, qu'on sera peut-être pas cette personne parfaite qu'on aimerait être, mais en tout cas, on sera tel qu'on est, en assumant qui l'on est, en acceptant pas mal de choses. Et ça, l'auto-hypnose, comment ça fonctionne finalement comment ça peut nous aider dans tout ce processus d'acceptation? Il y a plusieurs façons de travailler dessus. Tu sais, ça me faisait penser à une citation d'un artiste qui disait on devient artiste quand on arrête d'essayer de plaire à ses parents. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça parce qu'en fait, se défaire de cette image idéalisée, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être exigeant avec soi-même. En plus, on peut très bien se dire voilà, je suis à l'aise avec ce que je suis, ça, j'ai envie quand même de progresser, d'avancer, donc ça n'empêche pas. Et c'est aussi trouver son unicité, trouver ce qui nous différencie, ce qui fait qu'on est unique et ce qu'on peut apprendre à aimer comme étant unique, justement. Alors justement, si on commence à rentrer dans des états hypnotiques, d'auto-hypnose, je voyais une question par rapport à ça, on peut justement apprendre à se guider dans ces états-là, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre à faire, et on va tout d'un coup se connecter à toute la matière qui existe dans notre propre inconscient, c'est-à-dire aux structures qu'on a appris à créer et qu'on a gardées dans notre propre inconscient. Et on va pouvoir sentir comment ces structures, elles sont rattachées à nous, et c'est une métaphore évidemment quand je le dis comme ça, mais on va tout doucement défaire le lien qu'on a avec certaines de ces structures. On va se désengager de choses qui existent à l'intérieur de nous. Donc on va faire table rase quelque part. C'est un peu comme si on prenait conscience de ce qui nous a construit, parce que c'est normal en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, de prendre des choses de l'extérieur, mais en tant qu'adulte, souvent, on est capable, si on fait ce travail d'introspection, de faire le tri. Qu'est-ce que je garde de ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je laisse de ce que j'ai appris? Et en hypnose, on a vraiment cette idée qu'on a la capacité de défaire certains liens, de défaire certaines connexions. Là où consciemment, quand on essaie de le faire, ça résiste. On voit bien quand on essaie de ne pas penser à quelque chose que la pensée, elle revient. Quand on essaye de lâcher quelque chose que le comportement revient. Ça, c'est dans notre mode de fonctionnement conscient et habituel. Mais dans un fonctionnement hypnotique, on arrive à agir à un niveau suffisamment profond pour se défaire de certaines choses et les mettre à distance. Absolument, il y a pas mal de commentaires dans le chat sur notre conversation d'il y a quelques secondes où on disait ne visons pas trop loin, acceptons qu'il en est. Bien sûr que c'est important de réaliser ses rêves, ses ambitions, d'aller au plus loin qu'on le peut. Ça, bien sûr, c'est pas remis en question. Ce qu'il faut accepter, c'est que voilà, on le fait avec nos moyens, que ça puisse marcher ou pas marcher, et qu'on accédera à un niveau qui nous convient sans trop de frustration. Voilà ce que ça veut dire. Mais bien sûr qu'il faut tout essayer pour aller et se dépasser si on en a envie. Là, c'est la question de voilà d'accepter qui l'on est pour justement que ce chemin soit le moins difficile possible. Ça va de soi, Kevin. Ouais. Il y a cette notion aussi, parce qu'on disait qu'il y a plusieurs origines. Là, c'est vrai que forcément, c'est un sujet qui est très vaste, donc on fait l'impasse sur certaines choses quand on en parle comme ça. Mais pour donner un autre exemple, parce que c'est très lié à ça, il y a aussi, quand je parle de nos attentes, il y a aussi une projection continuelle vers l'avenir. Par exemple, je serai bien quand j'aurai atteint ça, je serai heureux quand j'aurai atteint ça, je serai satisfait quand j'arriverai à ce niveau-là. Et en fait, on a aussi beaucoup, et je pense que c'est accentué par notre société moderne qui est très orientée à venir, objectif, il faut se réaliser, il faut atteindre telle chose et tout ça, une sorte d'insatisfaction permanente qui nourrit aussi des failles d'estime. Et en fait, l'idéal, et ça correspond à ce que tu commençais à dire là, c'est de savoir avoir des moments où on est là au présent et être connecté à ce qu'on vit là au présent, et avoir des moments où on est orienté vers l'avenir, et pas que vers l'avenir. Si on est que orienté vers l'avenir, c'est une insatisfaction permanente, et on n'avance pas, finalement. Et on le voit aujourd'hui même dans les nouvelles formes d'éducation qui émergent, qu'en fait, un enfant, si on est toujours en train de le dire « ça sera mieux après », eh bien, il commence à se couper du présent.
en fait, et avoir du mal à s'auto-évaluer, avoir du mal à être satisfait de ce qu'il fait et des étapes intermédiaires d'un apprentissage. Et en fait, ça crée du découragement, ça crée des déficits d'estime et ça nourrit une boucle un peu infernale. Donc, revenir à des connexions avec le présent, savoir se satisfaire de ce qu'on fait, revoir son auto-évaluation, c'est aussi des choses qu'on apprend pour travailler sur l'estime. Oui, absolument. Et cette notion de revoir son auto-évaluation, elle est centrale dans ce process du travail de l'estime de soi, et c'est vraiment la base. Et voilà, et c'est un travail très intéressant à faire. Alors justement, en se parlant de ça, Kevin, ce soir, tu nous as proposé eh bien de réaliser pour nos participants, enfin de proposer à nos participants de réaliser un exercice d'auto-hypnose guidé justement. Pour transformer, en tout cas commencer à le faire, notre regard sur nous-mêmes. Est-ce que tu veux nous dire en quoi va consister cet exercice, et puis le temps que tout le monde puisse un peu se poser, dans quelle configuration il faut qu'on se Bien mette sûr. pour le faire au mieux? Écoute, oui, oui, on va parler de ces deux choses-là, peut-être déjà présenter un petit peu ce qu'on va faire. C'est vrai qu'il y avait l'idée là ce soir de proposer une expérience. Moi, je trouve ça vraiment bien de faire vivre aux gens, parce qu'on peut en parler, c'est très riche, mais en fait, il y a vraiment l'idée de traverser intérieurement quelque chose. Et comme il y a pas mal de sujets qu'on pouvait prendre pour l'estime, j'en ai choisi un qui, je pense, va parler à beaucoup de monde et qui est en rapport avec justement ce qu'on disait au tout début, tout à l'heure, notre apprentissage de ce que l'on est, c'est-à-dire une partie de notre passé. Et peut-être que pendant que je le décris là, certaines personnes peuvent déjà penser à ce qu'elles aimeraient faire avec ça. L'idée générale, ça va être de se rendre compte qu'on porte parfois des attentes qui ne nous appartiennent pas et qu'on les porte depuis très longtemps. Par exemple, je devrais être comme ça. On croit que ça nous appartient, mais en fait, on va pouvoir s'apercevoir dans cette expérience que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et l'idée, dans cette expérience d'hypnose guidée, ça va être de rendre à la personne à qui ça appartient cette attente, cette pression, et de s'en libérer au présent. Donc, si je simplifie un petit peu, je m'aperçois par exemple que j'ai internalisé très fortement l'idée que je dois être quelqu'un de gentil. Et en fait, on a toujours attendu de moi que je sois gentil, que je sois sage, etc. Et en fait, ça me met une pression incroyable parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression que j'arriverai jamais à être ce qu'on attend de moi, parce que je suis pas assez patient, parce que je suis pas assez, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Et souvent, ça commence par ça. Je ne suis pas assez quelque chose. Et en fait, on va remonter à l'origine de l'époque où on a internalisé ça. Alors, je vous guiderai, hein, évidemment, parce que parfois cette origine, elle est inconsciente, donc on va essayer de la retrouver, justement. On va se rappeler à qui appartient cette attente, et symboliquement, on va rendre à cette personne cette attente. Et vous allez voir qu'en faisant ça, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de nous que ça vient soulager, parce que c'est comme un poids. On n'avait même plus conscience qu'on le portait. Imaginons, je porte un caillou quoi, qui pèse un peu lourd, et ça fait des années que j'essaie d'avancer avec ça, et ça me pèse et ça me prend de l'énergie. Et quand je vais le rendre à la personne à qui ça appartient, je vais me rendre compte que c'est un poids en moins. Et ce poids, il va venir créer de la légèreté, il va venir créer de la fluidité dans plein de compartiments de vie. Donc il y a des choses dont on va prendre conscience en direct, et puis il y a sans doute des choses dont vous allez prendre conscience aussi dans les jours et les semaines qui viennent, parce que quand on travaille sur ça, ça vient vraiment libérer quelque chose. Puis tu disais quelles sont les conditions pour vivre cette expérience. Alors, il y a sans doute des gens qui Oui. découvrent complètement tout ça. Parfois, le mot hypnose, il est un peu étrange. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, si vous ne le connaissez pas, c'est de laisser de côté pour juste vous dire, on va vivre une expérience. Une expérience guidée. Dans quelques instants, l'idéal pour vivre cette expérience, ça sera d'être bien installé, peut-être assis, allongé, pourquoi pas, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'être allongé, en tout cas. On peut très bien être assis dans une position simplement agréable. Je vous inviterai à fermer les yeux, parce que souvent ça aide à l'introspection. C'est pas une nécessité, mais c'est mieux, en tout cas. Et ça va durer, allez, une dizaine de minutes. Et il n'y a rien à faire. Moi, ce que j'aime, c'est guider de l'hypnose et puis apprendre aux gens ensuite à le refaire, ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Mais je trouve que c'est bien au début d'être guidé parce que ça évite de se demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser. On vit le truc une première fois. Et une fois qu'on l'a compris, on peut le refaire par soi-même. Donc là, moi, je vais vous guider, mais c'est un outil que vous allez pouvoir réutiliser après. Et il n'y a pas plus à faire que quand on nous raconte une histoire. Souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre de l'hypnose? Eh bien, je vous disais, laissons le mot de côté, vivons ça comme une expérience, vivons ça comme une histoire. Une histoire dont vous êtes le personnage principal. Vous êtes le héros, l'héroïne de cette histoire-là, avec des images qui vont venir, des sensations qui vont venir, peut-être des émotions. C'est possible. Et vous allez traverser tout ça comme on traverse une histoire. Et après, on en parlera Alors c'est évidemment, parce parti. que justement, il y a Avec une manière. plaisir. Vous me direz ce que vous avez ressenti. Ok, bah écoute Kevin, tu es maître à bord. Super.
Alors, ce que je vous propose à toutes les personnes qui sont là, c'est génial de pouvoir faire ça tout le monde en direct comme ça. Évidemment, tout le monde va vivre une expérience qui est un petit peu différente, qui lui est propre, parce que ma manière de guider fait que ça va vous laisser aussi beaucoup de place pour mettre vos propres significations, vos propres images, vos propres émotions. Et il y a des moments où je vous laisserai aussi des petits silences pour que vous puissiez continuer à explorer ce que je vous dis. Je m'hydrate un tout petit peu pour commencer. Et ce que je vous invite à faire, du coup, c'est à vous installer bien comme vous pouvez. Moi, je suis assis là, par exemple, et je pourrais très bien faire cette expérience comme ça. À fermer les yeux. Moi, je vais vous parler, vous allez entendre ma voix. Et vous savez, un peu comme on raconte une histoire à un enfant comme ça le soir avant de dormir, on sait très bien qu'il écoute, mais qu'il fait plus qu'écouter, il interagit avec l'histoire. Et je crois qu'en tant qu'être humain, on a tous cette grande créativité. Quand on nous raconte quelque chose, eh bien, on interagit avec ce qu'on nous raconte et ça fait que cette expérience est une co-construction. Il y a ce que je vais vous dire et il y a ce que vous allez en faire. Il y a ce que vous allez interpréter de tout ça. Et les yeux fermés, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez pendant quelques instants au début simplement laisser vos associations d'idées, laisser vos pensées venir sur tout ce qu'on a pu déjà partager pendant cette première partie de webinaire. On a parlé de plein de sujets autour de l'estime et j'aimerais que vous puissiez penser à cette idée. Quelle image vous avez de vous-même aujourd'hui? Et quand je dis quelle image, c'est pas toujours une image en tant qu'image, c'est plutôt une idée parfois, une idée un peu vague. Quelle image vous avez de vous-même aujourd'hui? Et je vais vous proposer pendant les prochaines minutes de rentrer en connexion avec cette image, cette idée de vous-même. Et cette idée de vous-même, c'est comme une sculpture qui aurait été sculptée par des milliers et des milliers d'expériences de vie dont la plupart sont inconscientes. Vos yeux sont fermés. Et en vous connectant à cette image de vous-même, en vous connectant à cette idée de vous-même, vous rentrez tout doucement dans cette introspection. Votre respiration va devenir un peu plus lente. Vous savez, comme quand on lit un livre ou quand on regarde un film, on ne s'aperçoit pas toujours que les rythmes de notre corps commencent à changer, à ralentir, à diminuer. On se focalise, on se laisse absorber. Parfois, on lit un livre, on glisse sur les mots de l'auteur et on laisse les phrases nous entraîner dans notre imaginaire. Et on ne s'aperçoit pas toujours du moment où on quitte le réel pour rentrer dans l'imaginaire d'un auteur, d'un écrivain, d'un réalisateur. On est comme embarqué, comme si notre imaginaire venait être capté par les mots d'un autre. Et ce qui se crée à ce moment-là dans notre esprit est vraiment unique. Notre esprit s'empare des mots et des images. Et il y a cette image de vous-même. L'idée que vous vous faites de vous-même. Et tout doucement, pendant cette expérience, vous allez avoir l'impression de quitter le présent, de quitter le temps dans lequel on est. Ça nous arrive parfois quand on replonge dans un souvenir. Quand on regarde une photo qu'on a prise il y a quelques jours, il y a quelques semaines. On replonge dans une ambiance, on se rappelle d'un lieu, d'une personne, d'un détail. Il nous arrive tous et toutes comme ça, en flânant sur notre smartphone ou sur un endroit où on stocke nos photos, de replonger dans des souvenirs. Et immédiatement, c'est comme si, à partir d'une image, tous nos sens se déployaient. Vous allez progressivement, comme ça, remonter dans le temps. Remonter tout doucement. Comme si le temps était une ligne, un chemin, et que on allait rebrousser le temps, rebrousser chemin. Et en le faisant, vous allez comme rentrer de plus en plus loin à l'intérieur de vous-même. Le monde extérieur paraît plus lointain, la réalité paraît plus lointaine. Et seul votre monde intérieur compte pendant quelques minutes. Il y a parfois, comme ça, des fardeaux que l'on porte depuis longtemps.
des choses qu'on a pu nous dire, des choses qu'on a pu projeter sur nous, des jugements qu'on a fini par adopter, des phrases qu'on s'est répétées depuis longtemps. Et à moitié consciemment et à moitié inconsciemment, vous allez choisir l'une de ces idées, l'une de ces phrases, une de celles qui vous encombrent peut-être encore aujourd'hui. Toutes ces phrases qui font qu'on ne se sent pas assez bien, assez bon, suffisant. Et progressivement, c'est comme si vous vous connectiez à l'une de ces phrases, l'une de ces idées. Il se peut qu'il y ait un peu d'émotion quand on se connecte à cette idée-là, parce que c'est souvent quelque chose d'assez fort, qui peut enfermer, qui peut, comme les barreaux d'une prison, nous empêcher de nous déployer. Certaines de ces phrases sont de véritables cellules pour notre pensée, qui viennent nous compresser, qui viennent nous freiner. L'une de ces images, l'une de ces phrases, quand elle s'impose comme ça à vous, j'aimerais que vous puissiez simplement vous demander d'où elle vient. Il n'y a pas toujours de réponse tout de suite à cette question. Mais c'est comme si vous suiviez cette phrase pour remonter tout doucement dans le temps. Vos yeux sont fermés, vous écoutez les mots et la voix. Vous laissez vos pensées vous guider. Et vous remontez le temps en vous demandant d'où elle vient. D'où vient cette idée, d'où vient cette phrase. Et c'est comme si en remontant le temps, vous remontiez vers des âges plus anciens. Parfois ça nous ramène au début de l'âge adulte ou encore un peu plus loin. Vous remontez de plus en plus loin. Peut-être vers l'enfance. C'est comme si vous entendiez l'écho de cette phrase. Toutes les fois, elle était présente dans votre vie. Vous remontez le temps comme on remonterait la trace de quelque chose pour essayer d'en trouver l'origine, comme on remonterait le cours d'un fleuve pour trouver l'endroit d'où il naît, sa source. C'est comme être exploratrice, explorateur de nous-mêmes et revenir vers l'origine d'une idée, l'origine de l'une de ces phrases. Et parfois ça nous remène très très loin. Parfois ça nous remène dans les premiers temps de notre vie, dans l'enfance ou la petite enfance. Quelquefois c'est précis et quelquefois un peu plus vague. Demandez-vous quel âge vous avez quand cette phrase arrive. Et surtout, à qui elle appartient cette phrase? D'où est-ce qu'elle vous vient? Parfois c'est une personne, parfois c'est plusieurs. À qui appartient cette idée, appartient cette phrase? Cette phrase, elle était peut-être liée à une attente, à un jugement. Cette idée, vous reconnectez à la personne à qui elle appartient, d'où elle vient. C'est peut-être une personne importante pour vous. Et parfois, en se rappelant d'où ça vient, il y a une autre émotion qui vient et qui surgit. Prenez le temps d'être simplement à l'écoute de ça. Et tout doucement, vous pouvez avoir l'impression de vous retrouver en face de la personne que vous étiez il y a longtemps. De cet enfant que vous étiez et à qui on vient de donner cette attente. À qui on vient de donner ce poids. Vous vous retrouvez en face de celui ou celle que vous étiez. Et c'est comme si vous veniez là pour reprendre ce qu'on lui a donné. Pour venir lui dire, ça c'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas à le prendre, tu n'as pas à le porter.
C'est comme si vous vous adressiez à cette ancienne version de vous-même pour lui dire de ne pas prendre ça, comme si vous l'aidiez à le déposer, surtout même à le rendre à la personne à qui ça appartient. Comme si vous encouragiez cet enfant à le rendre à cette personne, en le disant ça, c'est à toi. Ça, j'ai pas envie de l'emporter avec moi, j'ai pas envie de le prendre. J'ai pas envie de grandir avec. Comme si une graine avait été semée, mais que, avant qu'elle commence à s'enraciner, avant qu'elle commence à se déployer, cette partie ancienne de vous, cet enfant à l'intérieur de vous, était capable de la prendre et de la redonner. Et comme un acte symbolique qui vient raconter quelque chose de notre construction, au moment où vous le redonnez, au moment où cet enfant que vous étiez le redonne, il y a comme quelque chose qui se détache de vous. C'est à la fois une prise de conscience et une libération, un soulagement. La sensation que redonner cette idée, cette phrase, cette attente et tout ce qu'il y a derrière, comme si les mots étaient juste le petit bout par lequel on prend les choses, c'est se libérer d'un poids qui a pu être présent pendant si longtemps. Un poids qui est porté sur les épaules, un poids qui constituait une attente, qui a participé à créer cette image de soi. En le redonnant à la personne à qui ça appartient, c'est comme se couper de quelque chose, ne pas s'en encombrer, ne pas se l'approprier. Regardez cet enfant que vous étiez, à cet âge-là. Et par contre, vous allez lui donner quelque chose dont il a vraiment besoin. Vous allez lui donner un cadeau avec lequel il va grandir. Comme si vous étiez en face de lui ou d'elle, en sentant exactement ce dont vous aviez besoin à cette époque-là. Vous allez lui donner une autre phrase. Vous allez choisir les mots les plus justes. Une phrase qui va être la base de construction d'une estime. Cette phrase peut être toute simple, ça peut être « Tu es suffisant tel que tu es ». Tu peux être aimé tel que tu es, tu peux te réaliser tel que tu es. Ce sont juste des exemples, à vous de choisir la phrase que vous auriez le plus besoin d'entendre à cette époque de votre vie. Et vous allez vous la donner, vous l'offrir. Comme si vous la prononciez pour que cette ancienne version de vous-même l'entende réellement et se l'approprie, cette phrase. Cette phrase, c'est comme une note de musique qui commence une partition. Cette phrase, c'est comme le début d'une construction. Une graine qui va grandir et porter ses fruits. Comme si à partir de cette phrase venaient se greffer de nouvelles possibilités, de nouvelles sensations. Sentez ce cadeau que vous vous faites. Cette connexion entre différentes temporalités de vous-même. Et tout doucement, vous allez avoir la sensation avec ça que vous venez de créer quelque chose d'important. Vous restez connecté à cette ancienne version de vous, mais tout doucement, vous allez l'imaginer, la sentir grandir. Vous allez avoir la sensation qu'il y a quelque chose en vous qui s'approprie cette idée à travers les âges, et même si c'était il y a très longtemps, c'est comme si ça résonnait vers la personne que vous êtes aujourd'hui. Comme si à travers des années, voire des dizaines d'années, ce cadeau que vous vous êtes fait dans le passé se redéploie, se transforme, et vous grandissez avec.
cet enfant que vous étiez grandit, évolue, avance vers l'âge adulte, continue à avancer, à traverser des étapes de vie, de construction, et tout doucement avance vers l'âge que vous avez aujourd'hui. Et plus il ou elle grandit, et plus vous sentez les bénéfices de ça. C'est comme si, en vous, vous commenciez à vous approprier cet élément ancien qui se transforme. C'est comme si vous pouviez sentir que ce que vous avez déposé il y a longtemps commence à exister aussi à l'intérieur de vous, à cette époque, dans cette temporalité. Tout doucement, il y a quelque chose qui se reconstitue à partir de là. Vous allez avoir l'impression de remonter, de revenir d'une rêverie, de revenir d'un moment d'introspection, et prenez le temps pour ça. Mais après une expérience comme celle-là, parfois on revient avec quelque chose de plus et quelque chose de moins. Un poids en moins et une liberté plus grande. Un fardeau qu'on a laissé et des nouvelles possibilités qui grandissent. Comme le tout début d'une transformation. Un premier pas, une première étape vers un changement. Prenez le temps tout doucement de remonter de cette expérience. Vous pouvez prendre quelques bonnes respirations. Peut-être que vous allez avoir envie de bouger un peu, de vous étirer. Quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et peut-être prendre quelques instants et partager un peu sur le chat, et on va en parler, ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu dans cette expérience. Voilà, prenez tout le temps qu'il vous faut pour ça. Et j'espère que vous revenez enrichi de ce que vous avez trouvé, de ce que vous avez traversé. Bien sûr, merci Kevin. On va laisser tout le monde revenir un peu à la réalité progressivement. J'imagine que vous avez tous été plongés dans cet exercice. On va vous laisser un peu, voilà, reprendre contact avec nous. Et on va tout de suite passer, voilà, aussi aux questions que vous avez posées à Kevin. Alors Kevin, je me permets, on a accès aux 6 chapitres. Oui, bien entendu, si vous abonnez ce soir à la masterclass de Kevin, vous cliquez dans l'onglet offre, vous avez accès à tous les chapitres et à toutes les leçons qui sont à l'intérieur des chapitres et toutes les expériences guidées. On est sur à peu près 35, je crois, vidéos qui voilà, vont vous permettre de travailler sur votre estime de vous avec l'auto-hypnose. Peut-on accéder à cette masterclass si on est déjà abonné à Mentor Show? Oui, si votre abonnement est toujours en cours, cette masterclass rejoint la liste des autres masterclass. Bien entendu, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit j'y réponds pendant cette session de questions-réponses, soit c'est notre équipe qui prend le relais derrière. Donc allez-y, sentez-vous libre de nous poser toutes vos questions. En tout cas, la masterclass est en ligne sur notre site, donc vous pouvez le rejoindre dès à présent. Alors, on va regarder maintenant, Kevin, les nombreuses questions. Je suis sûre que tous nos participants t'ont posé. Alors, je me mets dessus. Ah oui, il y a pas mal de questions sur le syndrome de l'imposteur. Le manque d'estime, est-ce que cela débouche sur le syndrome de l'imposteur, nous demande Marie. Ça peut faire partie des conséquences, oui. Oui, c'est une des sources, en tout cas, de ce syndrome-là. En fait, on s'aperçoit que, je parlais tout à l'heure de l'image qu'on se fait de soi-même, et il y a une dévalorisation dans le syndrome de l'imposteur qui est souvent liée à un déficit d'estime à l'origine, oui. Merci. Alors oui, bien entendu, ça se travaille si la source est l'estime de soi, voilà, on vous a donné ce soir une première façon de travailler sur vous, Marie. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la masterclass de Kevin pour commencer à travailler sur vous, et dans nos autres masterclass sur Mentor Show. On en parle beaucoup aussi de ce syndrome de l'imposteur. Donc je suis sûre que vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur notre site. Olivier, alors oui, il y avait pas mal de questions quand on a parlé de ce fameux lâcher prise qui est très difficile à réaliser. Olivier nous demande comment lâcher prise avec nos exigences sans tomber dans le laisser aller. C'est pas mal. Ben, c'est un bon juste milieu. On dit souvent quand on travaille en thérapie ou quand on travaille sur soi qu'il y a un bon équilibre à trouver entre acceptation et changement.
Si je vais que vers l'acceptation, en effet, c'est aussi une forme de laisser aller, il n'y a plus d'évolution possible. Mais si je vais que vers le changement, eh bien, c'est le terrain à une insatisfaction permanente. Et en fait, il y a un bon équilibre à trouver entre les deux. Et justement, ça fait partie des expériences qui sont proposées dans la masterclass, d'essayer de sentir ces deux voies, la voie du changement, la voie de l'acceptation, et de sentir un peu comment régler le curseur entre les deux. Et sentir comment, si on va trop d'un côté, il nous manque quelque chose. Et souvent, il s'agit d'aller un peu à l'inverse de notre tendance naturelle, parce qu'on a souvent une tendance à aller vers l'un ou vers l'autre. Notre société aujourd'hui, elle est très volontariste, donc elle nous amène beaucoup plus vers la notion du changement souvent que de l'acceptation. Donc il y a souvent besoin de remettre une certaine dose d'acceptation et de trouver comment ramener le curseur à un équilibre qui est sain, qui est bon pour nous. Donc c'est vraiment une question d'équilibre à tester et à trouver, et aussi essayer de comprendre les mécanismes en soi qui ont tendance à nous pousser plus dans une direction qu'une autre. Merci. Pardon, on entend le tonnerre, je crois, derrière moi. Je sais pas si ça... Ah, je t'entends plus par contre. Leslie, Alors je vois que tu parles, mais je t'entends plus. Alors ça va peut-être revenir. Tiens, je vois une question en attendant, je meuble. Est-ce que la dépendance affective vient du manque d'estime de soi? J'en parlais tout à l'heure, c'est un peu cette idée que parfois, quand on manque d'estime de soi, en fait, on va chercher la validation dans le regard de l'autre. Et ça, c'est ce qui crée souvent la dépendance affective. Les gens qui sont en état de dépendance affective, souvent, ils surinvestissent la relation parce qu'ils ont besoin de l'approbation, de la validation de l'autre. Il y a un grand besoin d'être aimé, en fait, quand il y a une dépendance affective. Et souvent, donc, je vais chercher chez l'autre ce que j'arrive pas à me donner. Je n'arrive pas à me le donner parce que j'arrive pas à être satisfait de ce que je suis, j'arrive pas à aimer ce que je suis. J'ai besoin que l'autre aime ce que je suis pour me sentir complet. Et tout d'un coup, si je perds un peu ce que l'autre est censé m'apporter, ça devient terrible. Donc je m'accroche et là je me mets en état de dépendance. Et si en plus je tombe sur quelqu'un qui peut peut-être avoir lui-même d'autres failles, eh bien ça risque de s'alimenter. Donc oui, il y a vraiment des correspondances entre ces états-là, et on revient vraiment sur cette idée qu'il y a déjà besoin de travailler sur soi. Et quelqu'un qui travaille sur lui de cette façon-là, qui va se reconnecter à lui-même, eh bien parfois il va se rendre compte. Alors il y a deux possibilités. Soit je désinvestis la relation parce qu'en fait, je n'ai plus besoin de l'approbation de l'autre et du coup, il n'y a plus de relation. Soit au contraire, la relation se redevient saine parce que c'est plus une relation où j'attends quelque chose de l'autre, c'est une relation où on s'apporte mutuellement, mais de manière constructive et pas de manière à combler une faille. Leslie, est-ce que tu es revenu? Je t'entends toujours pas. Je pose une autre question. Fais-moi juste un petit signe si tu m'entends. Ouais, ok, ça marche. Bon, on improvise. Intervention chirurgicale sans sédation. J'en prends au hasard, mais les mots en rapport avec l'estime de soi. Avez-vous des conseils ou des personnes référentes sur ces domaines? Tu sais, ça va dépendre beaucoup de l'endroit où tu as besoin de faire une intervention chirurgicale et de la spécialité. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à demander à l'hôpital, par exemple, dans lequel tu es, s'il y a des personnes qui pratiquent ça. En tout cas, ça se fait dans pas mal d'endroits. Et si c'est pas pratiqué là où tu es, demande si justement il y a pas trop loin de chez toi des endroits où c'est pratiqué, mais ça commence à se faire, mais pas forcément dans toutes les spécialités ou pour tout type d'opération. Voilà, ça dépend de pas mal de paramètres, donc c'est difficile de te répondre par rapport à ça. Est-ce que procrastiner est dû aussi à un déficit d'estime de soi? Alors ça peut, pas forcément, mais ça peut. Ça peut notamment si on procrastine parce que on pense que ce qu'on va faire va pas être assez bien, ou parce qu'on a une trop haute exigence de soi. Un des moteurs de la procrastination, c'est que on ne fait pas parce que il y a une peur d'être déçu, de se décevoir ou de décevoir quelqu'un. La peur de pas être assez bien, de pas être assez parfait. On s'aperçoit que parfois la procrastination, elle vient d'une très très grande exigence interne. Donc, si tu sens que ta procrastination vient de ça, il y a des chances que tu puisses, au moins en partie, travailler dessus et la régler en travaillant sur l'estime. Mais il y a d'autres facteurs qui sont potentiellement là aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément le seul. À toi de sentir si tu es en lien avec ça. Leslie, est-ce que tu es là? Non, toujours pas. Je crois que ce moment, tu as enlevé tes écouteurs, alors je ne sais pas si c'était pour régler le son ou quelque chose comme ça. Alors, je remonte parce que j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Estime de soi et confiance en soi. En plus, j'ai vu passer plusieurs fois cette question-là. En fait, la confiance en soi. Alors, le problème, c'est que dans le langage quotidien, on utilise le mot confiance pour le mot estime. Mais normalement, si on revient aux racines, la confiance de soi, la confiance en soi, elle vient de l'expérience. Par exemple, si demain j'apprends à jouer d'un instrument de musique, je n'ai pas confiance en moi dans le fait de savoir jouer ces instruments de musique parce que je suis débutant.
La confiance, elle va venir par l'exercice, par l'entraînement, par le temps. Et la confiance, c'est une chose qui vient naturellement par le temps qu'on accorde aux choses. Le problème, c'est que pour que la confiance vienne, il faut qu'il y ait un socle d'estime. Si j'ai un problème d'estime, en fait, quelles que soient mes expériences, elles ne valideront pas ma compétence. Il y a des gens qui ont des problèmes d'estime qui sont suffisamment forts pour que même quand ils deviennent bons dans un domaine, ça ne soit jamais suffisant. Ils sont toujours en train de se critiquer, d'être durs avec eux-mêmes et tout ça. Et donc à ce moment-là, la confiance ne prendra pas malgré l'expérience. Il faut d'abord l'estime pour que la confiance puisse naturellement se déployer. Par exemple, un enfant qui a été éduqué avec beaucoup de punitions, même quand il réussit quelque chose, il va quelquefois s'auto-punir, il va s'auto-flageller. Et s'il fait ça, il va pas pouvoir déployer de la confiance. Donc c'est pour ça qu'on dit que d'abord l'estime et ensuite la confiance. Ça vient dans cet ordre-là. En tout cas, c'est plus sain dans cet ordre-là. Pour terminer sur ça, il y a parfois des gens qui cherchent à avoir de la confiance avant l'expérience, et ça c'est dangereux, tout simplement. J'entends à nouveau un son. Je termine juste sur cet exemple-là. Si j'apprends par exemple, j'ai un écho du coup. Tu m'entends? Ah, ouais. Si j'ai confiance en moi avant d'avoir de l'expérience, ça peut rendre potentiellement dangereux. Si par exemple, je sais pas bien faire de l'escalade, mais j'ai extrêmement confiance en ma capacité à faire de l'escalade, eh bien, je vais peut-être prendre des risques inconsidérés. Ou pour prendre l'exemple de la chirurgie, on imagine un apprenti chirurgien qui n'est pas encore expérimenté ou qui n'a pas encore fini ses cours, mais qui a déjà trop confiance en lui. C'est un peu dangereux. Donc la confiance qui viendrait trop vite, ça serait pas une bonne chose non plus. En fait, la confiance, elle doit venir progressivement. Et ça crée des bases plutôt solides. Leslie, t'as retrouvé le son? Non, alors je te vois toujours bouger les lèvres, mais est-ce que je continue à prendre des questions? Ouais, ok, ça marche. je continue alors. Pour toi, quelle est la différence entre auto-hypnose et méditation introspective? Alors, c'est complexe de répondre à cette question-là. J'y réponds un peu dans la masterclass aussi, parce qu'on a essayé de prendre aussi quelques questions-réponses dans la masterclass. En fait, déjà, ça dépend de ce qu'on met derrière méditation. Il y a plein de formes de méditation différentes. Mais de manière générale, la méditation, c'est la recherche d'un état d'être particulier. À la base, les techniques de méditation ne sont pas des techniques thérapeutiques, même si il y a on en a fait parfois des choses thérapeutiques, mais à la base, il s'agit d'atteindre un état de plénitude. On pourrait dire d'illumination, entre guillemets, dans les traditions qui parlent de méditation. Donc, il s'agit de chercher un état particulier. Oui, je t'ai entendu, Leslie. Il y a eu c'est revenu. C'est bon, là? Ah, c'est bon, c'est parfait. Super, nickel. Super. Et du coup, l'hypnose, c'est pas chercher un état particulier. Du reste, il n'y a pas, en fait, d'état d'hypnose. Il y a des états possibles. L'hypnose, c'est plutôt un moyen de transport pour naviguer dans des états. Donc, il y a une différence entre la méditation qui est plutôt la recherche d'un état et l'hypnose qui est plutôt un moyen d'aller vers des états. Et c'est pour ça qu'en thérapie, l'hypnose, ça nous permet d'aller vers différents endroits de nous-mêmes, ça nous permet de naviguer dans des endroits de nous-mêmes. Donc voilà, ce sont deux choses de nature un petit peu différentes. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la méditation, ça fait du bien aussi, et que on peut très bien travailler avec ces outils-là de manière conjointe. Il y a plein de gens qui font à la fois de la méditation, de l'hypnose, et à ce moment-là, ça devient très complémentaire. En tout cas, il n'y a aucune contre-indication à faire les deux, quoi. C'est plutôt bien de faire les deux. Il y a pas mal de questions sur l'hypnose pour les enfants. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est génial de commencer très tôt, en fait, parce que pour moi, l'hypnose, la première étape de l'hypnose, c'est d'apprendre comment on fonctionne. On parlait de l'inconscient tout à l'heure. C'est de prendre conscience qu'on a une grande partie inconsciente et commencer à explorer cette partie-là, pour pas qu'elle nous domine, mais pour qu'on puisse faire connaissance avec elle, alliance avec elle. Et ça, en fait, dès qu'un enfant commence à avoir, je dirais 6-7 ans, il y a déjà des choses qu'il peut très bien comprendre autour de ça. Mais ça passera peut-être pas toujours par des séances formelles, ça passera peut-être par des prises de conscience sur le fonctionnement émotionnel, questionner les émotions, questionner le rapport à l'apprentissage. En fait, mettre en éveil sur la partie inconsciente, ça peut se faire très très tôt. Et puis là, peut-être de manière un peu plus poussée, moi je forme des gens à l'hypnose, hein, c'est mon premier métier, je suis formateur en hypnose et je m'occupe d'une école d'hypnose et on forme beaucoup de professionnels, et notamment des professionnels qui sont des professionnels de l'enfance. Alors, ça va des éducateurs spécialisés, il y a des pédiatres qui viennent se former à l'hypnose, mais aussi il y a des thérapeutes spécialisés dans l'enfance, qui vont être souvent aussi des thérapeutes familiaux, parce qu'on travaille avec les enfants, on travaille aussi avec les parents, et eux, quelquefois, prennent des enfants très très jeunes en thérapie, alors toujours avec les parents, hein, dans ces cas-là, mais on va pouvoir travailler
une des choses sur lesquelles, par exemple, il y a beaucoup de demandes, c'est les problèmes d'énurésie. On s'aperçoit que même à 4, 5, 6 ans, on peut vraiment travailler avec des enfants avec l'hypnose, avoir des bons résultats. Donc, il n'y a pas de contre-indication, c'est même plutôt intéressant. Puis après, il y a toutes les problématiques d'enfance, d'adolescence et tout ça qui peuvent se travailler. Merci beaucoup, Kevin, pour ton temps. Merci d'avoir assuré la phase questions-réponses. Je m'excuse pour ce souci de son. Mais en tout cas, Kevin, tu as assuré. Et merci pour ta générosité. Merci d'avoir répondu à autant de questions. Merci pour toute cette soirée, toute cette conférence assez exceptionnelle, je crois, qui vous a à tous plu et même plus que ça, emballé. Déjà, c'était un vrai plaisir de partager ce moment-là. Ça passe vite, c'est toujours un petit peu court. Même l'expérience tout à l'heure on a envie de faire durer un peu plus tout ça. S'il y avait un message que je voulais faire passer, c'est vraiment que tout à l'heure, je reviens à la question de la personne. Est-ce qu'à tout âge on peut faire ça? Je pense que prendre soin de soi, c'est une des choses les plus importantes qui puissent exister. On a toute une vie inconsciente et venir la découvrir. Je crois que c'est une part importante dans notre vie et on pourrait passer toute une vie sans s'y connecter, mais je pense qu'on passerait à côté d'une grande partie de la dimension humaine. Et bien sûr que ça fait du bien, mais au-delà de faire du bien, je crois qu'il y a l'idée de s'approprier ce qu'on est, s'approprier qui on est, et s'apercevoir que souvent on a laissé le monde agir sur nous très très fortement. Quand je dis le monde, c'est les autres, c'est les situations, c'est les difficultés qu'on a rencontrées, et on a tendance parfois malheureusement à sous-estimer la capacité qu'on a à reprendre le centre de soi. Et voilà, ce que j'espère en tout cas dans un moment comme ça, c'est donner envie à des gens de tenter cette aventure et cette expérience, parce que je crois que c'est important et je crois que souvent c'est plus simple et plus accessible que ce qu'on imagine. Il y a juste à faire le premier pas et à s'apercevoir que la porte elle s'ouvre assez facilement quand on le fait. Absolument. Merci beaucoup, Kevin, pour ton temps. Merci pour cette formidable conférence. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Kevin, je te souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Leslie. C'était un plaisir. Et à très vite. À très bientôt. À très bientôt. Bye Au bye. revoir tout le monde. Et merci.